La vie ne tient souvent qu'à un fil. Atteinte d'une maladie rare, Frédérique Lemarchand en sait quelque chose et joue l'équilibriste depuis sa naissance. Défiant les pronostics des médecins, elle a su faire de sa sensibilité une force de vie, un talent artistique au contact du divin. Eh bien, j'ai eu la chance de naître malade. Ça m'a permis d'être assez tôt dans une petite cellule d'hôpital. Un petit peu comme une vie de moine. Des hôpitaux à la révélation. Et donc là, j'arrive au bloc avec une espèce d'énergie presque euphorique. Comme si j'étais sûre que ça faisait partie de mon chemin d'accomplissement. De la peinture à la guérison. J'ai eu une mort clinique, une NDE. Et dans ce passage particulier-là, les portes du temps se sont bloquées. Peut-être c'était juste une seconde, mais moi j'étais dans l'éternité. Témoignage. En fait, dans cette petite réduction de vie qui m'était donnée, parce que très jeune, je savais que j'avais jusqu'à 14 ans de vie terrestre, eh bien, j'ai ouvert les chemins de ma vie en dessinant. Et c'était chaque dessin, un souffle, un pas de gagner. Et dans cette petite chambre d'hôpital, la table attenante au lit me permettait toutes mes échappées. Parce que avec un dessin, je pouvais aussi me projeter adulte, cavalière un jour, peintre, écrivain, alors qu'on me déscolarisait en me disant mais de toute façon elle va mourir, ça sert à rien. Et cette petite flamme qui ne s'éteignait pas à travers ma peinture, à travers mes dessins, eh ben peut-être que c'est elle qui a à un moment fait un pied de nez à tous les chiffres qui étaient devant les écrans bleus des médecins, quoi. Une leçon émerge progressivement en elle. Oui, une forme d'espérance est possible et peut nous conduire au-delà de nos espoirs les plus fous. J'ai le droit de vivre à travers ce que je ressens. Si je m'étais enfermée à travers ce pronostic, il est évident que je serais devenue ce pronostic. Et à un moment, juste se désidentifier de ce qui a été dit, se dire, mais attends, ok, on te voit morte à 14 ans, mais moi, je me vois adulte, je me vois vivre des choses, je me vois grandir, je me vois respirer de mieux en mieux, je me vois m'épanouir. Mais je le voyais, c'est une sorte de folie, c'est dépasser l'impossible. Surtout que moi, j'avais mes parents qui s'en étaient remis directement au Dieu médecin. Ils s'étaient arrêtés aux chiffres. Donc, mon caveau était prêt, tout était prêt. D'ailleurs, quand les 14 ans ont passé, mes parents ne se sont pas revenus me chercher à l'hôpital. Parce que pour eux, c'était tellement terrible, parce qu'ils n'ont pas été rattrapés ni par des filets psychologiques, ni par des filets spirituels encore moins, ni par des filets tout simplement de bonté. On leur a asséné, voilà, votre fille à 14 ans, elle va mourir. Quand je les ai appelés pour dire, papa, maman, je peux rentrer à la maison, en fait, je vais pas si mal. Pourquoi j'attends tout le temps à l'hôpital? Et à ce moment-là, je n'avais plus de parents, c'était fini. Je n'avais plus de parents, ils avaient fait le deuil. Et là, je comprends que mes vrais parents, et c'est ça qui verticalise directement, c'est Dieu. Médicalement parlant, Frédérique souffre d'hypertension pulmonaire artérielle sur syndrome d'Eisenmenger. Une terrible maladie à qui peu de personnes résistent et qui se caractérise par des hémorragies internes ou des anévrismes qui l'obligent à être transportée régulièrement aux urgences, afin que les soignants lui posent des rustines, comme elle le dit avec humour. Mais ces aventures trouvent miraculeusement grâce à ses yeux. Et qu'est-ce que tu peux reprocher à ce Dieu solaire? Rien. Donc, s'il m'a fait comme ça avec ce chemin-là, c'est que je suis capable de l'accueillir. Je pense que rien ne nous est donné pour nous écraser, mais comme force d'apprentissage. Et si, sur mon chemin, ça a été aussi laborieux petite fille,
c'est que probablement j'en avais la ressource. Et ma ressource, c'était un petit crayon de papier et une feuille de dessin. Mais ces dessins, plutôt lunaires à l'époque, vont progressivement laisser place à une peinture solaire. L'alchimie de la vie transmute, jour après jour, ses perceptions et son chemin de vie. Pourtant, Frédéric est en attente de greffe. Cette transplantation, je l'ai attendue de l'âge de 14 ans à 34 ans. Donc c'est un record, triste record quand même. Mais en même temps, ça m'a appris la patience. Tous les gens que je croisais étaient appelés, mais moi, jamais. J'avais en même temps une toute petite cage thoracique qui fait que c'était forcément un enfant qui allait me donner ses organes. Et dans le don d'organes, on privilégie toujours les très jeunes quand c'est une transplantation d'un enfant. Et là, moi, je commençais à grandir, à devenir adolescente. Donc je n'étais pas du tout prioritaire par rapport aux enfants. Donc, plus j'avançais dans le temps, moins j'avais de chance. Et en même temps, c'était assez torturant parce que je me disais qu'un poumon, un autre poumon et un cœur, ça pouvait sauver 3 personnes. Et moi, je prenais un bloc, cœur, poumon. Donc, comme je voyais que ça ne se faisait pas, je me disais, bon, je vais probablement mourir naturellement. Et en fait, c'est mieux parce que ça sauvera 3 personnes. Elle s'en remet donc au grand semeur de destinée, comme elle l'appelle. Après tout, celui qui décide déjà de beaucoup, ne pourrait-il pas l'accompagner sur sa route ? Cette croyance lui donne sérénité. Je ne projette plus rien. Voilà, je ligature toutes ces projections et je laisse la vie me donner ce qu'elle doit me donner. Et je grandis, et en fait, en grandissant, je rencontre les amours. Et en fait, je suis rescolarisée, j'arrive en faculté. Et à ce moment-là, tout mon corps se transforme en corps. Et ils se disent, c'est incroyable, en fait, on va pouvoir te suspendre des listes de greffes, parce que ça va vraiment bien. Donc, pendant un temps, les amours m'ont permis de respirer. Mais la roue tourne, et les amours laissent place aux chagrins qui vont aggraver sa maladie. Et là, alors j'arrive à l'hôpital et on me dit, ah oui, mais là, c'est tellement aggravé qu'on peut même plus te greffer. Donc là, j'avais 31 ans. Il te reste 3-4 mois, quoi, tu vois. Et je me suis dit, maintenant, j'ai plus de contre-indication. Je peux prendre l'avion. Pour 3-4 mois, je vais faire les choses que j'ai jamais osé faire. Et j'avais des amis qui étaient navigateurs, qui étaient dans les Caraïbes. J'ai décidé d'aller les rejoindre. J'ai pris l'avion. Tout a tenu. J'ai arrivé dans le bateau. Et en fait, dans le bateau, ils avaient tous le mal de mer. Et moi pas. Donc, je me regaillardissais en train de préparer à manger et tout ça. J'étais sur la proue, je voyais cet horizon à perte de vue, des couleurs que j'avais jamais vues encore. La nuit, sur une mer d'huile, la Voie lactée qui se reflétait totalement, des impressions cosmiques, que le cosmos, il est extérieur et intérieur. Et ces expériences d'immensité ont fait que quand je suis retournée à Paris, faire mes examens, ils se sont dit, mais incroyable, la péricardite est résorbée, tu n'as plus cette poche d'eau qui est l'ultime moment où ton cœur, normalement, fait ses dernières percussions pour cesser de battre. Donc, on t'aurait inscrit sur les listes d'attente de greffe. Et ma vie, ça n'a été que ça, c'est pour ça que j'ai le pied marin. Paradoxalement, un autre chagrin d'amour vient cette fois la placer sur la liste des personnes prioritaires pour recevoir un don d'organes. Elle attend un cœur et 2 poumons. Nous sommes en 2012. Le dernier jour de cette attente, il s'est passé quelque chose dans mon cœur parce que j'avais fait un songe d'une femme qui porte des ailes, qui avait dans son cœur un enfant, cerclé d'un poisson et d'un oiseau. Je comprenais pas cette vision. J'ai essayé d'être au plus fidèle de cette vision. Donc j'étais allongée dans mon lit. Je dessine en me disant, mais quel dommage de comprendre maintenant à quel point quand on est faible, on livre passage à plus fort que soi. Parce que ce dessin-là, aujourd'hui, je suis incapable de le refaire.
Ce dessin-là, je le termine. Le lendemain, j'entends l'hélicoptère atterrir, que tout s'affole dans l'hôpital. Donc on sait bien qu'il va y avoir une greffe, mais on ne sait pas si ça va être pour nous. Et d'un seul coup, j'entends, c'est à ma porte que l'on frappe. Et là, l'infirmière arrive, roule maladroitement le dessin, je tacle le jette dans le placard, il me dit allez, faut y aller. Et donc là, j'arrive au bloc avec une espèce d'énergie presque euphorique. Comme si j'étais sûre que ça faisait partie de mon chemin d'accomplissement. Peut-être même plus dans ce corps, peut-être que je vais tout perdre, mais je sens que c'est mon destin que là je suis en train de vivre. Et au moment où les docteurs, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à savoir si la transplantation pouvait être réalisée ou pas, parce qu'il était très accidenté à cause du choc qu'il avait reçu. Et là, je me faisais un clin d'œil en moi-même en me disant « mais c'est très bien, parce que ces organes, du coup, ils vont pas aller sur un enfant, parce que c'est pas possible, du coup. Ils étaient trop abîmés. » Donc je me dis « très bien, ça se déroule parfaitement. Pas possible d'avoir de la culpabilité. » Donc ils m'ont endormi en me disant bon, « on n'est pas sûr de te réveiller, parce que ça va être très complexe. » Et pendant 40 jours, j'ai dormi. Et au bout de la 40e jour, j'ai mon chirurgien qui était là. Il me tape sur l'épaule et il me fait « mais c'est incroyable. Tu as traversé l'Atlantique sans les rames, tu as dématé, tu étais à contre-courant et tu nous reviens. » Et en fait, pendant ces 40 jours, j'ai vécu bien plus que ce que je vis là, dans ce coma. Parce que dans mon coma, je n'étais pas gênée par mon corps, ni par le temps. Donc j'étais dans ma conscience, qui réexaminait tous les endroits où je n'avais pas été à la hauteur de l'amour dont je suis faite. Et en fait, tout se représentait sous la forme d'archétypes. J'ai revu des dragons qui étaient en fait mes parents, que j'ai tellement, à par moments, détesté de ne pas me croire et croire plus aux médecins qu'à moi, et de me prendre morte alors que je suis vivante, et de ne plus me voir, que toute cette projection acide, cette aigreur que j'avais, avait fabriqué ces léviathans, ces béhémoths, ces terribles dragons qui me chargeaient. Et ça devait être dans quelques secondes une décision à prendre. Et en fait, je reconnaissais qu'à chaque instant que je n'avais pas su aimer, surtout mon adversaire, c'était le Christ que je crucifiais. Et qu'à chaque moment où je distillais pas suffisamment d'amour, et bien quand il n'y a pas suffisamment d'amour, c'est le contraire, c'est la haine qui passait. Et quand mes parents me chargeaient comme ça dans ces projections, au dernier moment, ce que j'ai ressenti, c'est le pardon. Mais un pardon qui vient d'une profondeur. C'était, je me demande pardon de ne pas avoir été à la hauteur de l'amour dont j'étais faite. On recèle un capital d'amour inconditionnel que l'on ne soupçonne pas. Et en fait, au lieu de bénir les parents qui m'avaient donné cet antidote, ces anticorps pour pouvoir avoir cette force de dépassement, je les maudissais. Et quand j'ai compris ça, eh bien, tout était clair. Mais j'ai revisité ma vie pendant 40 jours. Si ces 40 jours de coma seront transformateurs, une autre expérience précède et a ouvert la voie. Aux frontières de l'éternité, son état de conscience évolue. Et avant cela, c'est ce qui m'a donné probablement cette force pour affronter tout ça. J'ai eu une mort clinique, une NDE. Parce que mort clinique, ça ne va pas. On pourrait dire une vie infiniment plus grande que celle-là. Et dans ce passage particulier-là, en fait, les portes du temps se sont bloquées. Peut-être c'était juste une seconde, mais moi j'étais dans l'éternité. Et dans cette éternité-là, en fait, j'ai eu comme un bain de lumière, mais qu'on ne peut pas nommer ici, parce que la lumière d'ici n'est pas la même. Cet endroit-là, c'était peut-être ce miroir d'accomplissement total. Mais je n'y étais pas encore, j'étais au seuil.
Du coup, c'est ce qui m'a permis de revenir dans ce corps. Et en tout cas, j'ai vu, mais pas avec les yeux de chair, hein, un amour qui nous dépasse. Et que quoi qu'on ait fait, on est aimé, on est libre. On est tellement aimé qu'on peut tout faire et nous aimera. La greffe oblige Frédéric à danser entre ciel et terre, à accepter la matérialité tout en portant une spiritualité riche de sens et d'effets. Mais grâce à ma greffe, je suis maintenue par la chimie. Parce qu'en fait, on m'enlève tous mes anticorps. Parce que si j'ai un anticorps, il attaque ce qu'il ne reconnaît pas. Et donc, mon greffon. Donc, j'ai des anti-rejets. Les anti-rejets, c'est quoi? C'est que tu chopes tout ce qui traîne. Et si dans ta tête, tes pensées ensemencent la culpabilité et des choses comme ça, ton chemin, il est très court quand t'es greffé. Très, très court. Donc, c'est vraiment funambulesque. Et donc, je suis obligée de faire une écologie vraiment dans mes pensées. C'est presque là le plus important. C'est-à-dire que si quelqu'un me donne un gobelet, il a la grippe, il vient de boire. Moi, il ne faut pas que je boive derrière. Mais en même temps, si j'ai pas le choix, mais au moins, je ne vais pas me dire, bon là, c'est sûr, je vais attraper la grippe et je vais mourir. Si je suis obligée, eh bien, je vais bénir. Je vais dire, je bénis cet homme qui vient de me donner ça. Parce que de toute façon, là, j'ai pas le choix. Donc, je bois à ta coupe et je bénis. Greffé depuis 4 ans maintenant, Frédéric est en pleine forme et ne souffre étrangement d'aucun effet secondaire, pourtant fréquent habituellement. Et la peinture et les arts l'ont véritablement aidé à forger en elle ce souffle de guérison, comme en témoigne Axel Lecourt, l'un de ses acolytes, avec qui elle organise désormais des peintures musicales. En ce qui me concerne, je conçois l'art véritable comme une médecine. Et de même que la vraie médecine, je la conçois comme quelque chose d'artistique, puisqu'elle doit être créatrice en fait. Donc l'idée c'est effectivement de passer, transmettre quelque chose qui puisse avoir une forme de guérison, ou en tout cas que les gens soient nourris de belles choses, de bonnes choses, à travers cet art de musique ou de peinture, ou quel que soit le type d'art. C'est une alchimie qui nous dépasse. Signe que la vie est joueuse, la première rencontre entre les deux artistes est hasardeuse et les amène à une improvisation qui deviendra le maître mot de leur spectacle. Juste 5 minutes avant de faire le spectacle, l'organisateur m'a proposé, m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de jouer en présence d'une artiste peintre. Je dis bon bah oui, super, allons-y. Et pareil, je crois qu'il a fait la même chose de l'autre côté pour Frédéric. Ça ne dérange pas de peindre un tableau en musique. Donc là, tout s'est créé de manière très spontanée. Quand on s'est donc parlé après ce spectacle, elle avait peint 2 choses importantes que je venais de vivre dans ma vie, en lien avec 2 renaissances. Une au Gabon, en Afrique, et une au Pérou, en Amazonie. Et je lui ai donc expliqué, c'était curieux, je lui ai demandé la signification de ce tableau. Et elle avait expliqué que c'était tout simplement ce qu'elle avait ressenti, vu, compris à ce moment-là, pendant que je jouais de la musique. Et j'ai trouvé ça incroyable qu'en tableau, elle arrive à exprimer, à travers la musique qui était jouée, cette 2 renaissances que je venais de vivre dans l'année. Des aventures qui les rapprochent et des soirées qui ne cesseront de les surprendre, comme en témoigne une nouvelle expérience. Et ce qui était très drôle, c'est que j'avais réussi à peindre de cette soirée-là une espèce de guerrier Maasai qui est sorti d'une forêt primaire. Et sur sa poitrine, il avait une agate. Et chose très drôle, c'est quand on s'est retrouvés, il me dit, mais tu sais ce que t'as peint là? C'est ce que j'ai là. Et alors, il m'enlève ses grosses pelures et il dénoue d'une enveloppe en cuir exactement le médaillon que j'avais peint. Et entre nous, c'est cette connivence-là, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on est tous porteurs d'une vibration. Lui, dans sa musique, il me l'envoie en ondes sonores et moi, je la recueille pour en faire de la peinture. Mais en fait, c'est quelque chose d'impalpable.
mais c'est quelque chose qui ne passe pas par les mots. C'est quelque chose que, voilà, c'est l'invisible. Et elle me renvoie dans son travail, son art, sa créativité aussi, cette fréquence, et on la transmet aussi de nouveau aux personnes présentes. Et c'est pour ça que tout le monde fait partie du même bateau, on est tous dans le même spectacle et le même échange, et on vibre à la même fréquence. Affaibli après sa transplantation, Frédéric déroulera les toiles pour y poser ses couleurs en rampant, découvrant même que ses tableaux pouvaient se regarder depuis différents angles et dans différents sens, posant aussi, sans le savoir, le message caché de ses propres expériences qu'elle se verra un jour décrypter par une classe d'enfants. Vous peignez des êtres solaires, traversés par les brasiers de la vie, qui ne peuvent voir que l'ombre de leur vie quand ils sont en feu. Mais avec le temps, ces flammes se sont transformées en jardins fleuris. Des mots lui laissant à la bouche cette belle citation de Georges Barbarin. Le paradis, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Il n'appartient donc peut-être qu'à nous de vivre au paradis.